Les retours ont été pas mal dithyrambiques, ça nous parlait d'une série qui change, et effectivement, il y a quand même pas mal de trucs qui changent, mais... Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Pas du tout, je suis extrêmement fatigué. J'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps parce que... Bon, voilà, il y a des anniversaires, des trucs comme ça. Donc voilà, bon, on va faire quand même l'épisode. On va tenter d'être cohérent, d'être intelligent. Et au pire, il y a le montage, donc je peux couper les moments où je sais pas ce que je dis. J'en sais rien. Mais ouais, un petit peu fatigué quand même. Voilà, mais bon, écoute, on va se remettre d'aplomb pour la semaine qui arrive. Donc, Ah, il faut, hein. bah ouais, il faut, ouais. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Hein. Va falloir dormir. Hein. Ah bah ouais, c'est ça qui manque, hein, c'est le sommeil. Hein. Ouais. Mais bon, on est là pour parler de Wonder Man, la nouvelle série Marvel, qui arrive un petit peu en mode surprise, on va dire. En tout cas, on va dire que c'est pas la série qui est la plus attendue, la plus marketée, enfin voilà quoi, tu vois, de l'histoire du MCU. Tu connais un petit peu le personnage de Wonder Man dans les comics ou pas du tout, ou pas vraiment? Pas du tout. Je n'y connais rien du tout. J'ai lu pas mal de comics Marvel, mais je l'ai jamais croisé, ce personnage-là. Donc je n'y connais strictement rien. Bah moi je me suis renseigné vite fait, hein. Du coup c'est un personnage qui s'appelle Simon Williams et qui a été créé, alors là c'est vraiment une surprise, par Stan Lee et Jack Kirby. Je sais pas si tu connais. Oh là là. C'est... Ah non. Ah, c'est étonnant. Donc c'est assez fou quoi. Et en fait si je me suis renseigné, alors à la base il est très lié à Tony Stark, dans le sens où en fait c'est un genre de rival de Tony Stark, mais après il devient un genre de super vilain qui après va devenir un super-héros. Donc, ok, d'accord. qui va renaître en tant que super-héros, etc. Donc c'est assez, c'est assez compliqué. Bah, c'est les comics, hein, quoi. Donc il y a eu 50 000 versions du personnage, parce qu'il date quand même des années 60, hein, donc il n'est pas si jeune, hein, quand même, le personnage. Et c'est marrant parce que je me suis renseigné du coup sur la prod, et James Gunn voulait peut-être faire un Wonder Man. En tout cas, il avait une vision pour Wonder Man un temps, quoi. Il avait mis en fait Nathan Fillion en Wonder Man dans des scènes coupées en fait de Gardiens de la Galaxie 2, et en fait c'est parce qu'il pensait que Nathan Fillion ça allait bien au personnage, et je pense que le personnage dans les comics il a un petit côté prétentieux, etc. Donc je pense qu'il a beaucoup changé, hein, là dans la série il est pas exactement comme ça, mais donc du coup ça a beaucoup changé, hein, la version de Wonder Man au fil du temps, de ce que ça aurait pu être. Mais Ista, je voudrais peut-être parler avant d'aborder la série de peut-être l'état du MCU et des séries du MCU. Toi, c'est quoi les séries du MCU qui t'ont marqué, et qu'est-ce que tu penses peut-être des dernières années en fait de production de séries du MCU, quoi? Celles qui m'ont marqué, WandaVision, Loki. Moi, She-Hulk, désolé. Voilà. Mais ces dernières années, ça a été compliqué. Il y a eu notamment la catastrophe Secret Invasion, qui était vraiment pas bon. Je veux dire, même les gens comme moi qui sont assez consentants, enfin sympas avec le MCU, quoi, on va dire, trouvaient ça pété, quoi. Donc c'est que ça va pas du tout. Donc ouais, c'était compliqué. Et là, ces dernières années, je sais même plus ce qu'on a eu l'année dernière. On a eu. Il y a eu Ironheart, mais bon, tout le monde l'a oublié. Voilà. Ironheart, et même Echo, je sais plus si c'était l'année d'avant. C'était peut-être l'année encore d'avant. Peut-être Echo. Ouais. C'était pas l'année. Ouais, je sais plus. C'était janvier, peut-être 2024 ou un truc comme ça. Et ouais. C'était compliqué. En fait, c'était plus... Ces séries-là, c'était plus osef que mauvais. C'était juste... on s'en fout, quoi. On s'en fout. Et c'est un peu le problème aussi avec Miss Marvel, je trouve. Même si Iman Vellani, dans le rôle, est cool. Mais ouais, c'est... Non, le MCU sur Disney+, c'est compliqué. Ils ont surproduit. Bon, on en a déjà parlé, que ça a été un gros problème. Ils en ont fait trop. Et ça a enchaîné. Et c'était pas forcément de qualité. Et ouais, c'était compliqué. Donc, non, l'état du MCU sur Disney+, c'est pas terrible en ce moment. Clairement pas. Bah c'est ça, ils ont pas mal changé de stratégie, même s'il y a beaucoup de séries qui ont été tournées
qui ont été tournées il y a 2-3 ans et qui sortent finalement que maintenant. On pense la Wonder Man, c'est le cas. Ironheart, Echo, c'était à peu près, je crois, pareil. Enfin bref, il y a beaucoup de séries qui ont dû sortir parce que ils les avaient dans les bacs, ils avaient tourné, ils étaient obligés de les sortir. Mais c'est vrai c'était ce principe de déclinaison en fait qui a commencé à un petit peu partir en couille, si je peux me permettre. Ou déjà le MCU, c'est déjà une suite de films, tu vois, déjà que ensuite a été décliné en série, et ensuite on se retrouve avec des déclinaisons de déclinaisons de déclinaisons. Donc en fait on se retrouve avec effectivement Ironheart, Echo, qui sont des personnages extrêmement secondaires dans les œuvres dans lesquelles on les a suivis, qui sont eux-mêmes des suites, ou tu vois, enfin, ou même des séries qui sont déjà des spin-offs. Donc en fait même Agatha aussi, qui est pas sortie l'année dernière, qui est sortie l'année d'avant, je crois encore. Mais voilà, oui, c'est quand même une série sur un personnage secondaire d'une série qui était déjà un spin-off, tu vois, donc c'est quand même un truc où c'est ultra décliné, et je pense que oui, ça a commencé un peu à tourner en rond, et il y a aussi une formule qui a commencé à se dessiner, et je pense que c'est pour ça que les gens préfèrent les premières séries du MCU qui sont sorties, je pense, parce que les WandaVision, les Loki, les trucs comme ça, parce que je pense que la formule Marvel au niveau des séries était pas encore arrivée, quoi. Et je pense qu'au bout d'un moment, il a commencé à avoir une formule qui se voyait beaucoup trop, quoi. C'est-à-dire que toutes les séries, tu pouvais savoir à l'avance comment elles sont agencées. Oui, l'épisode flashback. C'est ça, que le côté film un petit peu découpé. Et c'est vrai que on a commencé à voir les limites très rapidement. Et surtout que c'est des séries qui coûtent très très cher pour certaines, même si là là c'est des séries Marvel Spotlight là maintenant qui sortent, donc c'est des séries qui coûtent beaucoup moins cher. La Daredevil Born Again par exemple, là, l'année dernière ça coûtait beaucoup moins cher, même Agatha et tout ça, c'est des séries qui coûtent beaucoup moins cher, mais il y avait quand même des séries qui coûtaient 150-200 millions de patates, et ça commençait à plus trop être rentable. Il y a eu une année où là il y a eu Moon Knight, il y a eu Miss Marvel, il y a eu She-Hulk, où c'est là vraiment, je crois que cette année, c'est 2023 ça, où les gens ont commencé à être très vénères quand même sur le MCU, et c'est là où je crois que ça commençait à se désintéresser un petit peu des séries, et même en film je crois que c'est là qu'il y a eu Thor Love and Thunder et des trucs comme ça, que ça commençait à énerver les gens. Oui, c'est... Ouais, là il y a eu une année compliquée. Il y a une année très très compliquée où là les gens ont commencé à être un peu moins investis, et là en fait dans les séries on s'est retrouvé sur un truc où déjà il y a beaucoup moins de séries qui ont été annoncées et produites là que à l'époque où là t'as limite 4 séries par an, 4 séries live action. Là on a Daredevil Born Again qui va revenir chaque année là pour le coup, on a la série Vision qui sort en fin d'année il me semble, mais par exemple l'année prochaine on n'a pas forcément d'autres séries live action qui sont pour l'instant annoncées, qui vont être tournées ou quoi, donc ils ont clairement réduit la cadence en termes de séries et se concentrer sur des séries sur plusieurs saisons, et surtout sur faire des séries télé, quoi. Surtout parce que c'est ça, Daredevil, pour le coup, moi, Daredevil Born Again, je trouve qu'il y a des problèmes, mais c'est une série télé, quoi. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est une série télé, il s'est traité comme une série télé, il s'est pas traité comme un film découpé en 6 épisodes, mini-série, enfin, ce truc un peu bizarre, tu vois, que Marvel a commencé à faire. Et donc, ils sont en train de faire un petit peu un rétro-pédalage. Oui, parce qu'à la base, Daredevil Born Again était prévu comme dans la formule que tu dis, j'ai l'impression. Enfin, complètement. Même s'il disait 18 épisodes, mais il disait, voilà. Ça a été complètement pensé pour avoir un format série en plusieurs saisons, quoi. Et ouais, le seul truc qu'on sait en live action qui arrive l'année prochaine, c'est la saison 3 de Daredevil, en fait. C'est ça. Ils vont pas tarder à tourner, je crois. C'est ça, ils font des séries de plusieurs saisons, comme des séries télé, en fait, parce qu'ils ont voulu pas vraiment faire. Déjà, il y avait ce côté, même à l'époque où ils voulaient pas de showrunner carrément, donc il y avait pas de showrunner pour la série. Enfin, c'était quand même un système assez bizarre, même s'ils ont un peu rétro-pédalé, parce que c'est pas tellement comme ça qu'on fait des séries. Mais du coup on arrive aujourd'hui à Wonder Man, qui est une série qui a été annoncée il y a un long moment, qui a été tournée il y a 2 ans, je crois que ça a été tourné en 2024, un truc comme ça. En vrai, elle a pas été annoncée il y a si longtemps que ça, parce que je crois qu'elle a été annoncée que l'année dernière. Oui, mais ok. Officiellement. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est que le Hollywood Reporter nous l'a dit il y a 3-4 ans, je sais plus. Mais oui, ça fait un moment qu'on sait qu'elle existe, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, je viens de regarder, le tournage a débuté le 5 avril 2023. Voilà, pour le coup. Ouais, ils l'ont gardé secret longtemps, le projet, vraiment longtemps. Bon, il y avait des photos de tournage et tout, mais ils l'annonçaient pas, et je sais pas pourquoi ils l'ont gardé secret super longtemps. Et je crois qu'ils l'ont annoncé que peut-être début de l'année dernière. C'est ça, mais bon, il y a des trucs qui ont fuité, etc. Donc ils ont commencé en avril 2023. Il y a eu la grève, ils ont dû arrêter, et du coup ils ont repris, et ça a fini en début 2024. Voilà, donc ça fait quand même 2 ans qu'elle est dans les cartons, et on sent quand même au niveau de la promo et tout qu'ils savaient pas quoi en faire de la série, parce que on va en reparler plus tard, mais c'est vrai qu'elle a un côté où c'est pas exactement une série de super-héros comme ils ont un peu vendu non plus, donc j'ai l'impression qu'ils savaient pas trop comment la vendre, et en même temps, vu les derniers
séries Marvel qui n'ont pas forcément convaincu, ils savaient pas quoi faire avec. Et donc ouais, c'est vrai que c'était un peu bizarre la manière dont ils ont un peu amené la série. Déjà en plus on a eu tous les 8 épisodes d'un coup, ce qui se fait rarement et qui s'est fait je crois qu'il y a que Echo qu'ils ont fait ça, hein, je crois. Oui, il y a que Echo. Ouais. Ironheart, il y avait un truc, ils avaient pas mis les 2 films. C'était 3 épisodes d'une semaine et 3 épisodes la semaine d'après. Ah oui, c'était ça. Ouais, c'était bizarre aussi ça, mais ouais. Ouais, bah, en fait, c'est parce que tu sens qu'ils savent pas trop quoi faire de la série. En fait, ils savent pas comment la vendre et tout. Et bon, voilà quoi. Du coup, la série est sortie. Elle est portée un petit peu par Destin Daniel Cretton, qui a réalisé 1 ou 2 épisodes, je crois. Je ne sais plus. Mais voilà, qui est le réalisateur de Shang-Chi et qui va faire le prochain Brand New Day. Et voilà, et en plus, bah voilà, le personnage de Ben Kingsley qui était dans Shang-Chi revient ici, là pour le coup. Toi, t'avais bien aimé son Shang-Chi, hein, il me semble. Ouais, très sympa, Shang-Chi. Ce côté, les combats, c'était chouette, il y avait des belles chorégraphies et tout. Moi, j'avais plutôt apprécié ouais, l'univers que ça racontait. Le méchant était chouette, le vrai mandarin, en vrai. Mais après, le final avait les problèmes du MCU. Le fameux acte 3 qui se finit avec une grosse bataille et voilà quoi, et c'est avec un peu l'ennemi en face qui a à peu près les mêmes pouvoirs que le héros quoi, et donc ouais, ça c'est très origin story mais version asiatique quoi. Et du coup, bah là, il a un peu porté Wonder Man. Et là, il y a un truc, par contre, et je reviendrai pendant la critique, mais qui m'a un peu étonné, c'était que quand j'ai préparé l'épisode et tout, j'ai voulu regarder un petit peu, tu sais, je regarde vite fait la production, etc. Il y avait pas grand-chose d'intéressant ou quoi, mais je vois Ed Harris, l'acteur Ed Harris. Et donc, je me dis, mais Ed Harris, dans Wonder Man, et ben j'ai fini la série, j'ai pas vu Ed Harris. On le voit pas. Je me dis, mais c'est bizarre quand même. Et en fait, il est annoncé, il était confirmé dans le rôle, il a même apparemment tourné, hein, si j'ai bien compris, dans le rôle de un Neil Saroyan qui était censé être l'agent de Simon. Et j'imagine peut-être qu'avec la grève, etc., ils ont dû remodeler des trucs, ou peut-être au montage, ils ont coupé des trucs et on en reviendra. Mais du coup, Ed Harris n'est pas au générique, même si là, j'ai vu un article qui est sorti il y a quelques mois là, qui disait Ed Harris sera bien au générique de Wonder Man. Bah non, pas du tout. Non. Moi, il me semble qu'il y avait quand ils avaient annoncé, tu sais, il y avait un article qui avait annoncé la refonte de Daredevil Born Again. Il me semble que c'était dit aussi que Wonder Man avait aussi une refonte. Et je me demande si c'est pas lié à ça aussi. Bah, je me dis que peut-être avec la grève, comme ils n'ont pas tourné pendant des mois et des mois, est-ce qu'ils n'ont pas remodelé le truc, etc. Mais c'est vrai que c'est très bizarre, parce que Ed Harris était à l'annonce. Et bah, je te propose de passer à la série, Stan. Ok, on y va. Et c'est parti pour la critique. Vous allez utiliser votre super vitesse? Je vais surtout aller chercher ma voiture. Mais sinon, vous avez une super vitesse, oui ou non? Pourriez-vous? L'acteur Simon Williams, basé à Los Angeles, devient le super-héros Wonder Man. Simon doit agir dans sa vie d'acteur tout en s'aventurant dans sa vie héroïque de super-héros aux côtés de Trevor Slattery, autrefois déguisé en mandarin, Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Demetrius Gross, Ariane Moayed, Zlatko Buric. Et Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement sommairement de Wonder Man? Bah j'écoute, moi Wonder Man, j'ai plutôt apprécié. Je trouvais que c'était plutôt une bonne surprise parce que je savais pas trop à quoi m'attendre parce que comme je disais, je connais pas du tout le personnage de Wonder Man. Et ouais, j'ai trouvé que Yahya Abdul-Mateen II et Ben Kingsley dedans, ils portent vraiment le projet à eux deux. Le duo, je l'ai adoré moi, le duo. Je suis sorti un peu de la série en me disant j'ai envie de les revoir. Ils m'ont pas mal touché, la relation entre les deux. J'ai aussi bien aimé que ce soit pas tellement un projet MCU où voilà, les pouvoirs sont en fond dedans, les pouvoirs, enfin comment sont traités les pouvoirs, sont traités un peu comme une malédiction, et moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant, et en fait ça me rappelle beaucoup plus qu'on a chez les mutants en fait, chez les X-Men, ce côté-là un peu la malédiction d'avoir des pouvoirs, de les cacher, d'essayer de vivre une vie normale en gros. Et puis il y a tous ces refs à Hollywood tout qui sont sympas quand voilà, t'as un peu les refs qui sont un peu marrants, et ouais, non, moi j'ai plutôt apprécié. J'avoue que j'ai tout bouffé assez vite. Voilà, donc pour moi le binge watching il a fonctionné. Les épisodes sont courts. C'est pas une grande série, mais je trouve que ça marche bien et que c'était plutôt bien écrit. Donc moi j'en suis sorti plutôt satisfait.
Les retours ont été pas mal dithyrambiques, ça nous parlait d'une série qui change, et effectivement, il y a quand même pas mal de trucs qui changent, mais je sens encore quand même le cahier des charges Marvel, à savoir quand même, c'est quand même un long film étiré, et je l'ai vraiment ressorti au milieu de la série où je me suis un peu ennuyé. Maintenant, effectivement, la série évite certains écueils, le fameux 3e acte bourré d'action n'est pas présent. Il y a quand même un petit propos intéressant, une mise en abîme vis-à-vis des acteurs, du cinéma de super-héros, même si je trouve que c'est un petit peu cynique et que c'est pas si développé que ça. Mais la série, elle a quand même un petit cœur, je trouve, avec ses 2 acteurs principaux, à savoir Yahya Abdul-Mateen II et Ben Kingsley. Alors, qui aurait pu croire que Ben Kingsley aurait une série un petit peu attitrée où il joue un des rôles principaux comme ça, après plus de 10 ans après Iron Man 3. Personne ne l'aurait vu venir, mais effectivement, je trouve qu'il y a un truc entre les deux un peu touchant, en fait, qui marche bien, une amitié qu'on voit pas souvent dans ce genre de production, qui fonctionne plutôt bien. Maintenant, je trouve que c'est quand même assez limité dans la forme. Je trouve qu'il y a des effets de style, notamment le fameux épisode 4 et l'épisode pas de côté, qui apportent pas grand-chose. Maintenant, voilà, c'est pas la série du tout la plus honteuse, et au moins échange un petit peu du train-train, on va dire, qu'on a déjà eu du côté du MCU, quoi. Est-ce que c'est une série qui change du MCU tant que ça ? Moi, je pense que la série, elle peut diviser dans les fans Marvel, dans le sens où, bah, c'est vrai que c'est une série de super-héros, mais pas comme, on va dire, une série de super-héros comme Marvel nous l'a vendu, même si une série de super-héros, ça peut prendre plein de formes, hein, on le sait, effectivement, enfin, un comic book movie, ça peut prendre plein de formes, mais c'est vrai qu'il y a le fait que, par exemple, Simon Williams, il a des pouvoirs, et des pouvoirs qui ont l'air pas mal pétés, hein, d'ailleurs, c'est pas vraiment, je veux dire, c'est pas vraiment traité, quoi, la plupart du temps, c'est plus une série sur des tournages ou des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'enjeux cosmiques, je veux dire, il n'y a pas de trucs, parce que souvent, je crois que c'était ça un petit peu le problème. Non, c'est très terre à terre. C'est ça, et c'était ça un peu le problème. Je crois que par exemple, Miss Marvel, les gens étaient déçus, je crois que ça partait un peu loin. Oui, parce qu'ils te ramènent des méchants qui veulent soi-disant ouvrir une autre dimension, je sais pas quoi, ça va tout de suite dans des enjeux ultra dimensionnels, ultra... alors que bon, c'est des méchants un peu pétés, quoi. Oui, Ouais, et surtout ça rompt avec le début. Il me semble qu'il y a un début un petit peu intimiste avec un personnage voilà, qui est pas forcément sur des enjeux ultra tu sais, où ils sont obligés d'avoir des enjeux hyper graves de fin du monde, de trucs comme ça, et t'es en mode non, tu peux avoir des enjeux très intimes juste sur des personnages, etc. Et c'est un peu vraiment en ça que la série évite quand même certains écueils du MCU qu'elle nous a fait, avec des gros complots, des gros trucs à échelle mondiale, etc., où les personnages voyagent partout, alors que là, non, on reste à Hollywood, on reste à peu près dans les mêmes endroits. On évite effectivement la fin baston CGI, je pense qu'on a eu, mais je crois que dans quasiment toutes les séries Marvel, où là, ça part en couille. Oui. Voilà, le pire étant Secret Invasion, je pense, en termes de dégueulassitude, je pense en termes de troisième, enfin de dernière partie full CGI d'action baston inintéressante, quoi. Maintenant, je pense que il y a un peu ce truc qui va énerver les gens, même si moi je suis pas du tout d'accord avec ça, dans le sens où c'est pas une série qui fait avancer le MCU, entre gros guillemets, parce qu'il y a un peu ce truc-là, je pense, chez certains fans où c'est une série, ça doit teaser aussi la suite, ça doit avoir une suite et tout. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je trouve que c'est pas du tout grave que la série elle est dans le MCU et elle fait pas avancer les choses. Ça se trouve, voilà, c'est juste une mini-série sur ce personnage-là. Moi, je trouve que c'est pas un problème. En plus, on se tape pas pour le coup des caméos de super-héros, tu sais, qui seraient là juste pour revenir faire un clin d'œil. On se tape pas. Enfin, c'est pas une série qui tease une suite, quoi. Tu vois, elle est là juste pour. C'est une série qui est là pour elle-même déjà, et c'est déjà très bien en fait. C'est pour ça qu'on regarde une série. C'est pour ses personnages, pour ce truc qui est pas là pour. C'était un peu le problème que j'avais par exemple avec. Falcon and the Winter Soldier, t'avais l'impression que c'était un peu en attendant on va vous faire la petite séquence de comment il devient Captain America, tu vois, un peu de son côté, mais tu sens que c'est un peu un épisode pour la suite, quoi, en fait, tu vois. pour que Captain les prochaines aventures de Captain, là c'est vraiment la série juste pour elle-même, pour Wonder Man qui lui doit se trouver lui-même, quoi, le personnage de Simon Williams, quoi. Ouais, ça moi c'est ça que j'ai plutôt bien aimé, c'est que en fait ça s'intéresse beaucoup plus à ces personnages qu'à une espèce de oui, comme tu as dit, d'enjeux cosmiques ou je sais pas quoi. C'est vraiment sur Samuel Williams et Trevor.
Voilà, et Trevor, que moi j'ai adoré aussi. Alors que Trevor, pensant. Là, tu me disais une série sur Trevor, j'ai dit, bon, j'en ai rien à foutre, mais là, Trevor, moi j'ai beaucoup aimé le personnage. Surtout dans Shang-Chi, c'était pas le meilleur parti, la meilleure partie de Shang-Chi. Non, clairement pas. Mais en fait, tout ce qui s'est passé après le mandat, ça lui donne un peu à l'or et ça fait que le personnage devient intéressant. En fait, moi j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire avec ce personnage, il devient vachement touchant en fait. Et ouais, moi j'ai bien aimé qu'en fait ce soit très centré sur eux deux. Le duo, l'amitié, elle fonctionne bien. Et moi, c'est un gros point fort de la série. Oui, bah, je pense que c'est un peu le cœur de la série. Et je pense que c'est ça qui est un petit peu loué aussi, quoi. C'est-à-dire que Yahya Abdul-Mateen II, qui joue ces genres d'acteurs, donc il y a un côté un peu mis en abîme, etc. Mais en fait, c'est un peu, ça pose la question, quel genre d'acteurs ils sont, parce que tu sais, ils ont deux visions de l'acting très différents. Et il y a Abdul-Mateen II, il est très, Simon Williams, il est très, tu sais, je vais dans ma préparation, il en fait trop, en fait, il en fait trop tout le temps, tu vois, c'est très bien montré d'ailleurs dans la première scène. Dès le début. Pour le coup, où il est sur le plateau de tournage et il a un petit rôle et il doit juste mourir et il est là, il dit moi je pensais que mon personnage il pouvait te connaître depuis longtemps, il pouvait faire ci puis on devrait faire ça puis on devrait changer, et au final il fait chier un petit peu tout le monde parce qu'en fait c'est un acteur qui est complètement névrosé, en fait il se sent comme un imposteur tout le temps, et on le voit aussi d'ailleurs dans ses rapports familiaux qui sont un petit peu compliqués parce que déjà c'est un acteur, et acteur c'est un métier compliqué, c'est un métier incertain, et c'est vu par sa famille comme un métier sans avenir, quoi. C'est vraiment ça, ça revient beaucoup chez beaucoup d'acteurs, etc. Même si je trouve que c'est un peu dommage que c'est que dans l'épisode 3 ce truc-là sur sa famille, etc. Je trouve que à la fin, je trouve que ça se règle quand même assez vite, notamment avec son frère. Il y a un truc avec son frère où son frère il le prend un peu de haut, et je trouve qu'à la fin il le règle très rapidement en mode bon allez vas-y ciao. Ouais, en fait voilà quoi, qu'il l'accepte, et je trouve que c'est un peu rapide. Pareil pour sa copine d'ailleurs, il y a tout un truc avec sa copine. Au début je me suis dit il se quitte et tout, je me dis peut-être qu'il va y avoir un truc, et en fait sa copine revient pour une scène ou deux à la fin. Oui, il en va vers la fin de la série. Je me dis ça c'est bizarre, mais j'en reparlerai après, qu'il y a peut-être des trucs qui ont été coupés ou quoi vis-à-vis de la série, mais vraiment le cœur de la série effectivement c'est les deux, en fait, quand ils sont ensemble et tout. Moi je trouve qu'il y a un rapport entre les deux acteurs, comme je dis, dans leurs deux visions, et surtout il y en a un qui est vraiment sur le déclin, qui a une carrière qui a pas trop marché, qui est devenu un terroriste carrément pour le coup, et l'un qui a du mal à percer, en fait. Il a un âge, en plus il y a Abdul-Mateen II dans le truc où il est pas si jeune, et voilà, ça devient compliqué, mais c'est rare de voir ce genre d'amitié, quoi, de deux générations différentes, mais qui sont pas c'est pas un enfant ou un adolescent, un jeune avec une personne plus âgée. Là c'est vraiment quelqu'un de très âgé quand même, Ben Kingsley, et il y a Abdul-Mateen II qui est quand même assez âgé aussi, qui a quand même un âge assez avancé, et je trouve que on ne voit pas ce genre d'amitié et tout, et je dois avouer que quand même à la fin il y a des trucs qui m'ont un peu touché. T'as jamais vu Intouchable? Putain. C'est vrai qu'Intouchable il y a un peu ça, mais tu vois, par exemple dans les séries de super-héros ou dans les trucs dans ce genre de trucs, c'est pas le truc le plus je trouve que on voit pas non plus 50 000 fois ça, donc voilà, et je trouve que ça a plutôt bien marché, et effectivement Ben Kingsley, je trouve que c'est assez fou le parcours de personnage, alors que le mec c'était Iron Man 3 Iron Man 3 c'est quoi, 2013, un truc comme ça, c'était c'est 2013 ans, c'est quand même. Il y a 12 ans. Il y a 13 ans. Il y a 13 ans, il était là, et après il a fait le petit court-métrage là qui était pas trop mal, et puis après on l'a revu dans Shang-Chi vite fait, et là il se retrouve à être c'est le rôle, le deuxième rôle principal, quoi. C'est pas juste un rôle secondaire, il est là quasiment toute la série, c'est très focus sur lui. Voilà, quand même, c'est assez, moi je trouve ça assez fou quand même. Ouais, complètement, et mais par contre j'ai l'impression que oui, il faut quand même avoir vu Iron Man 3 et tu vois, et le court-métrage que tu dis, pour comprendre certains trucs, certaines règles. Plus Iron Man 3, je pense que le court-métrage, il a fait de la prison, mais le court-métrage, c'est juste qu'à un moment, ils font une vanne comme quoi, il s'est fait kidnapper à la prison, il a dit, c'est pas moi qui suis parti, quoi, parce que c'est vrai, il s'est fait kidnapper. Mais après, moi, ça me faisait beaucoup rire dans la série, à chaque fois que quelqu'un le voit, il disait, mais vous êtes le mandat. C'est un peu drôle. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que ce truc-là, il l'utilise à la fin. Il l'utilise à la toute fin, parce qu'en fait, il va utiliser le fait d'avoir été le mandat pour sauver Simon, et ça oui, c'est ce moment que je parlais qui est un peu touchant quand même entre les deux, tu vois, parce que on les suit quand même pas mal depuis toute la série et tout ça, et au final, oui, je trouve que ça fonctionne pas mal. Il y a un truc un peu nostalgique, je trouve, avec le mandarin, où en fait les deux personnages sont bouffés de nostalgie complètement, quoi. Pour le coup, il voit des vieux films, lui il veut faire le remake de Wonder Man, c'est vraiment qu'il a vu avec son père quand il était jeune, et voilà, c'est le rôle de sa vie, etc.
Et même la série, je crois que se veut un peu, enfin, ce que je crois, c'est sûr, se veut un peu nostalgique dans ses références, dans le grain de l'image, dans l'apparition des titres aussi, de la manière dont ça apparaît. Enfin, il y a un truc un peu nostalgique, je trouve, qu'ils essayent de développer, un peu mélancolique même, je trouve, Ouais, peut-être mélancolique. dans la série, quoi. Mais quand même, je dois dire qu'à la série, elle a quand même, je sens un petit côté cahier des charges quand même. C'est-à-dire que il y a quand même ce truc de long film étiré que je vois quand même dans cette série. Et je trouve qu'elle a un rythme un petit peu bâtard, un petit peu étiré. Il y a quand même des moments où je me suis ennuyé. Je sais pas pour toi, bon toi apparemment t'as tout bouffé ça d'un coup. Mais je trouve que le début est assez prenant, prometteur. Tu sais, dans le premier, le deuxième épisode et tout. Et au milieu, je trouve que ça patine un peu, ça n'a pas grand chose à raconter, et là je sens un peu le remplissage, quoi. C'est-à-dire que là je me suis pas mal ennuyé. T'as 2 épisodes surtout. T'as un épisode dit pas de côté, je crois que c'est l'épisode 4, qui est un épisode en noir et blanc, voilà, dans lequel on va, parce que vite fait dans l'épisode d'avant, Simon Williams évoque un personnage qui, parce que ce serait à cause de lui que du coup tu peux pas être super-héros et en même temps tu peux pas être acteur, et on a un épisode flashback littéralement où sur un épisode en noir et blanc en fait, où ce qui va expliquer pourquoi en fait les super-héros ont pas le droit de devenir acteurs. Et en fait je me pose un peu la question de pourquoi faire ce pas de côté, parce que c'est ça explique quelque chose qu'on comprenait assez rapidement, tu vois, dans la série, et j'ai l'impression que c'est surtout là pour étirer, pour vraiment faire les 8 épisodes. Il y a ce côté noir et blanc en plus que je comprends pas trop pourquoi il est là, ce noir et blanc, qui en plus je trouve qu'il est pas, enfin je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé cet épisode et tout, et en vrai en soi en court-métrage, en épisode peut-être à côté, pourquoi pas, mais en fait dans la série je trouve qu'il est vraiment intercalé là, et je trouve que ça fait vraiment effet de style plutôt qu'autre chose. Mais d'ailleurs ça m'a fait un peu bizarre parce que dans cet épisode, on voit une boîte de nuit brûlée et tout. Je me dis, putain, c'est un peu proche de la réalité. Oui, ça me fait un peu bizarre. Je me dis, putain, c'est un peu bizarre cet épisode-là. Avec d'ailleurs Josh Gad, dans tout l'épisode, qui fait son petit caméo là. Toi, t'as plutôt aimé cet épisode ? Ouais, moi j'ai bien aimé. En fait, il n'y a pas que dans l'épisode 3 qu'ils en parlent. Ils en parlent aussi dans l'épisode 1 quand il va faire son audition. Il doit signer une clause qui s'appelle la clause Dorman. Et ouais, effectivement. Non, mais moi j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais que c'était. C'est une histoire un peu tragique et tout. Enfin, moi je l'ai trouvé intéressante, ce truc-là, ce personnage. Oui, c'est un effet de style de noir et blanc, mais je pense que ça veut juste dire que c'est dans le passé. Parce qu'après, c'est vrai que c'est pas dans un passé si lointain au final. Parce que c'est vrai, quand ça se met en noir et blanc, je me suis dit, j'ai cru que c'était années 60, mais non, en fait, c'est années, je sais pas. C'est 2021 ou un truc comme ça, quoi. C'est ça qui m'a fait bizarre, c'est que au début je vois normalement, je fais putain, on va revenir loin en arrière, il y a un petit côté peut-être, et en fait non, en fait je vois Judge Gad et je vois que c'est il y a pas longtemps et tout, je fais ça c'est bizarre. Et même le côté noir et blanc, je le trouve pas si bien travaillé, tu vois, je trouve pas que c'est je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté ça au dernier moment. Enfin, c'est un peu bizarre, je trouve, cet épisode. Après, dans ce qu'il raconte, c'est pas inintéressant, juste qu'au milieu de cette série là, je trouve ça un peu bizarre, je trouve que ça rallonge la chose, surtout qu'il est suivi de l'épisode 5, il me semble. Et l'épisode 5, alors là c'est vraiment l'épisode filler. Par contre, l'épisode 5, je suis d'accord. C'est l'épisode avec les jeunes qui font des bonbons. C'est ça, et en fait, j'ai l'impression que cet épisode, en fait, tu peux quasiment enlever cet épisode, que ça ne. Et je crois que d'ailleurs, c'est le plus court. Je crois que c'est celui qui fait genre 20 minutes, et tu sens qu'ils ont pas grand chose à raconter à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'au milieu, ils ont un peu étiré le truc, quoi. D'ailleurs, ça aurait fait 6 épisodes, bizarrement. Ça aurait peut-être été mieux pour le coup. Avec, en plus, il y a une scène d'action, mais qui est pas trop bien, je trouve, branlée, parce que c'est pas du tout l'objectif de la série, et là c'est peut-être la seule scène d'action de la série, et elle est pas si bien que ça. Je me dis et cet épisode, je me dis mais c'est trop bizarre d'avoir mis cet épisode là, parce que vraiment il ne sert à rien. Enfin, les personnages qu'on croise ou quoi, c'est vraiment vraiment pour allonger la sauce. Moi j'ai vraiment senti sur cet épisode là, quoi. Sur là, oui, mais sur Dorman, non, je suis pas d'accord. Mais sur le 5, oui, je suis d'accord aussi. En plus, quand on a dit les 3 cours, quand c'est fini, je fais déjà. Ouais, bizarre. En plus, ça n'a pas rencontré grand chose. Oui, et puis le personnage, on le recroise pas vraiment. Tu vois, genre, c'est trop bizarre. Ouais. Mais je pense vraiment que c'est pour allonger. Après, on voit les jeunes à la toute fin, je crois, qui regardent un truc. Quand il y a le mandarin, là, on les voit regarder leur téléphone et tout. C'est vite fait, quoi. Mais ouais. Mais par contre, moi, Josh Gad, Josh Gad, dans l'épisode 4, à un moment, il fait un remix. Enfin, il y a plein de refs. C'est surtout à des trucs Disney, en fait, hein, dans la série. Et à un moment, il est en boîte de nuit, là. Et il chante une chanson. Et c'est un remix de La Reine des Neiges, en fait. C'est parce que lui, il fait la voix d'Olaf. Et il fait une version techno d'une chanson d'Olaf, et je trouve ça trop drôle. Et il y a plein de trucs comme ça. À un moment, il y a le personnage Simon Williams,
il chope des fichiers sur son ordinateur là par Damage Control et tu vois, je suis en train de chanter, il chante une chanson de zombies là, c'est les films Disney un peu à la High School Musical là, avec les zombies et les vampires là. Ça me fait un peu rire parce que c'est censé être un ado, lui il fait ça, il a je sais pas, il a plus de la trentaine quoi. Donc bon, c'est un peu marrant. Mais je suis d'accord qu'il y a un petit creux quand même. Mais l'épisode avec Dorman, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant sur ce que ça raconte. Et après moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est tout le délire d'Hollywood. Enfin, il y a tout l'épisode où ils sont chez le réalisateur, moi je l'ai trouvé pas mal celui-là, tu vois. J'ai trouvé plutôt intéressant. Il y a aussi un petit caméo de Joe Pantoliano qui joue son propre rôle, qui m'a fait, ouais, j'aime bien moi Joe Pantoliano, et c'est vrai que c'était assez drôle et assez sympa. Mais après la série, oui, c'est une série sur des tournages, en fait, sur les tournages d'Hollywood, etc., sur comment être acteur. Et la série est un peu méta, et bon, après, c'est pas la première fois que le MCU se veut méta, hein. On a eu She-Hulk aussi qui a eu cette volonté d'être méta, même si là on est dans un truc un peu plus moins comédique, beaucoup plus mélancolique, etc. Il y a pas mal de mise en abîme en fait dans la série, c'est-à-dire qu'on voit l'acteur jouer une scène, aller à des auditions, même si je trouve que dans la mise en scène qui se veut beaucoup plus intimiste, hein, ici hein, évidemment il y a pas d'effets spéciaux, t'as pas l'œil de partout, c'est plus en intérieur, on est dans des espaces fermés, on se concentre évidemment sur les dialogues, hein, c'est beaucoup ça dans la série. Il y a ces longs plans où des personnages vont discuter, vont jouer une scène ou quoi. Je trouve que ça tourne un peu en rond vers la fin. Je trouve que voilà, on a un peu tout vu du dispositif de la mise en scène, je trouve, mais ça se veut un peu une série un peu sur les coulisses d'Hollywood, je dirais plutôt, Ista, moi. Ah bah complètement, bah t'as dit avec Joe Pantoliano, parce qu'ils vont le voir, parce que bah en fait le personnage de Trevor il a eu un peu une carrière et tout, voilà, donc en fait ils vont le voir, ouais, bah il y a l'épisode avec le réalisateur, voilà, il y a tous les acteurs, il y a un peu une sélection très fermée d'acteurs, ils sont plus que 5 ou 6 je crois. Et ouais, c'est beaucoup sur tout Hollywood, tout le long, puis même le tout début avec voilà, il fait une scène pour American Horror Story. Oui, il y a ce côté un peu ça. Ouais, ça parle que de ça, et puis à la fin ça se finit dans le cinéma. Il y a plusieurs scènes qui se passent dans un cinéma d'ailleurs. Donc c'est très basé sur Hollywood, et voilà, Wonder Man dans le MCU c'est un acteur. Ouais, maintenant c'est un acteur. C'est ça. Mais par contre, j'ai une question, Ista. Est-ce que tu penses pas que la série qui se veut une genre de satire d'Hollywood, tu vois, dans les backstage, tout ça, ça souffre pas quand même de la sortie d'une série qui est sortie il y a peut-être un an l'an dernier, qui s'appelle The Studio, qui est une série qui a été pas mal, on va dire, plébiscitée, etc. Toi qui as vu toute la série, moi j'ai vu 3 épisodes quand même. Tu penses pas quand même que ça souffre un petit peu de la comparaison, si on fait la comparaison quand même? Bah non, parce que je trouve pas que ça a la même vibe du tout, hein. Moi en fait je suis assez surpris de Wonder Man parce que je m'attendais à un truc comique, et je trouve ça plutôt, bah, comme t'as dit, plutôt mélancolique, un peu triste et tout, au final assez même sérieux, alors que The Studio c'est vraiment dans la comédie à fond, quoi. Je veux dire, Seth Rogen il se pète la gueule à chaque épisode, c'est que des trucs très drôles, moi ça m'a fait beaucoup rire. Moi je trouve que ça se complète, je trouve pas que c'est Et tu trouves pas peut-être autre que le ton, que ça va quand même plus loin quand même dans les backstage Hollywood, et dans ça parle quand même de beaucoup plus de choses. Après je pense que Seth Rogen il est beaucoup plus libre, voilà, il fait son truc de son coin, etc. Voilà, là on est quand même dans une série à moitié super-héros de Marvel, et je reviendrai sur le côté super-héros fatigue, etc., parce que là par contre je suis un peu plus voilà, ça m'a un peu plus tiqué. Mais quand même, je trouve que par exemple dans The Studio, dans les 3 épisodes que j'ai vus, je trouve quand même ça peut aller très loin dans comment se fait un tournage, tu vois, dans comment les producteurs ont la main mise ou peuvent un peu décider du destin d'un film, etc. Je trouve que ça allait beaucoup plus loin quand même, quoi, pour le coup. C'est pour ça que je dis que ça souffre peut-être un petit peu de la comparaison, même si c'est pas du tout le même ton. Enfin, The Studio c'est quand même un peu plus comédique et tout, ça c'est sûr, c'est que ça va plus loin, enfin il y a des situations complètement un petit peu qui partent un peu dans le loufoque, quoi. Ouais, mais je trouve aussi de studio, tu suis un producteur. Enfin, Seth Rogen, c'est un producteur, et tu suis qu'une équipe de production surtout. Et là, on suit un acteur. C'est aussi, pour moi, c'est un peu différent aussi quand même dans ce que ça raconte. Et puis après, il y a ce qui est pouvoir aussi, parce que c'est quand même important ce qui se passe niveau pouvoir. Moi, je disais, voilà, moi ce que j'ai bien aimé, c'est le côté très mutant. Le fait qu'il veut cacher ses pouvoirs, qu'il essaye de vivre une vie normale, et en fait, il galère. Et voilà, et en fait, il y a que, tu comprends, il y a que
son frère, enfin sa famille, son frère et sa mère, qui savent qu'il a des pouvoirs, quoi, et lui, il essaye de le cacher, il veut vivre une vie naturelle, et puis c'est des pouvoirs qu'on sait pas comment il a eu, lui-même il sait pas comment il a eu, c'est s'il a ça arrivé d'un coup. Même si j'ai vu des théories, ils disent qu'ils pensent que c'est quand son père il est mort, parce qu'on comprend que son père il est décédé, et qu'on voit des flashbacks avec son père. Oui, mais la série, enfin, tu vois, elle est pas en mode origin story, on va vous expliquer comment il a eu ses pouvoirs et tout, c'est pas du tout concentré sur ça pour le coup. Et pourtant, c'est un peu une origin story, je trouve. Il y a un peu un truc de accepter ses pouvoirs. Il y a un parcours de personnage, mais il n'y a pas une origin story d'un super-héros, quoi. Il n'y a pas lui, comment il a eu ses pouvoirs, qu'est-ce qu'il définit en tant que super-héros. C'est plus qu'est-ce qu'il définit en tant qu'acteur, d'ailleurs, plutôt que super-héros, quoi, en fait, ce personnage. Ouais. Mais je trouve quand même que, je sais pas, il y a un entre-deux bizarre avec le côté super-héroïque, parce que j'ai l'impression que c'est une série qui veut parler de l'acting, etc. Et c'est peut-être ça qu'elle développe le plus. Mais après, il y a le côté un peu, super-héroïque dans le sens où, en fait, tout le côté damage control, là, comment c'est, le DODC, c'est ça je sais. Ouais, le département of damage control, ouais. Qui est là pour un peu gérer les super-héros, quoi, en fait, dans le droit, dans ce qu'ils ont le droit de faire, etc. Et là, ils le poursuivent et tout. Et je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre, je trouve, dans les méchants, qui sont présents, mais qui sont pas si présents que ça. C'est-à-dire qu'il y a un agent qu'on suit parfois, on va même jusqu'à dans ses bureaux, dans le fait qu'il veut aller interpeller Wonder Man, et en fait, pendant plusieurs épisodes, on le voit plus du tout. Puis, enfin, je trouve qu'il y a un truc, je sais pas s'ils ont coupé des trucs, je pense que ça se trouve, il y a un monde où il y avait une version peut-être de Wonder Man où ils étaient beaucoup plus présents ou quoi, et je pense que peut-être au montage et tout, ils ont décidé de beaucoup plus se focus sur la relation entre Ben Kingsley et Abdul Mateen 2, etc. Mais je sais pas pour toi, mais tu trouves pas qu'il y a un truc bizarre vis-à-vis en fait de leur implication, parce qu'ils sont présents, mais ils sont pas si présents de ça, je trouve, tu vois. Ça m'a pas choqué puisque Trevor est leur espion tout le long de la série, donc en fait ils bossent pour eux, donc en fait ils sont tout le temps un peu présents si le mec il est là pour bosser. Et d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais l'acteur là, on l'a vu dans plusieurs projets du MCU déjà, c'est pas la première fois qu'on le voit. Ah oui, ça fait genre 3-4 fois qu'on le voit. Il est dans Miss Marvel, il est dans Spider-Man No Way Home, et Damage Control sont présents dans She-Hulk, qui sont présents dans Homecoming, je crois. Enfin, en tout cas, c'est un truc qui est très très présent en fait dans l'MCU ces dernières années. Et moi, je pense que ça va être important plus tard dans le MCU, que voilà, quand il va y avoir la saga des mutants, ils vont peut-être nous casser les couilles. Voilà, ce truc-là, ils vont peut-être devenir un peu les gars casse-couilles, tu vois. Mais je sais pas, moi je trouve qu'ils ont un focus sur ce personnage, surtout au début, et qui disparaît au fil du récit. Et oui, c'est vrai qu'on le voit plus trop. Surtout, il y a même un moment où je me suis dit, parce qu'il parle à ses supérieurs, du fait qu'en fait, oui, il dit, ouais, je suis sur une piste, là, je vais réussir, je travaille plus et tout. Je dis, mais en fait, ça sert à quoi de nous montrer ça? Parce qu'en fait, il n'y a pas de payoff du tout de ça. Enfin, je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre là-dessus. Et je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas supprimé des trucs vis-à-vis de ça? Est-ce que même, parce que là, on en parle, mais Ed Harris, par exemple, est-ce que Ed Harris, parce que j'ai regardé les articles, ça disait que ça devait être le méchant, Ed Harris. Ça devait être un méchant. C'était c'était censé être son manager en fait de base, et qui devait être un méchant. J'imagine que, je sais pas s'il devait travailler pour TOTC là, ou je sais pas quoi, ou en tout cas voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas toute une partie qui a été changée, etc. Peut-être pour le mieux, hein, j'en sais rien. Là, on parle d'un truc qu'on n'a pas vu. Bah ouais, parce que tu me dis ça, je suis en train de me dire peut-être que ça allait être le mec qui a les pouvoirs opposés, et qui est en fait le Némésis, tu sais, comme ils nous font depuis Iron Man. Voilà, donc bon, je sais pas. Non, mais je me dis, c'est peut-être son manager qui allait, je sais pas, son agent, pardon, et qui allait le mettre des bâtons dans les roues et tout. Et surtout, enfin, Ed Harris, je pense que si tu prends Ed Harris, tu le prends quand même pour être un méchant, surtout, enfin, tu vois, genre, je vois très bien le casting de Ed Harris en mode méchant, mais je sens qu'il y a des trucs qui ont été un petit peu bougés, mais je sais pas si c'est pour le mieux ou pas, hein. Je dis juste que dans la série, je trouve que cette partie-là, les DODC là, je trouve ça un peu bizarre quand même, je trouve, pour le coup. C'est peut-être un peu charcuté. Moi, ça m'a pas choqué, mais j'entends. Après, je trouve quand même qu'il y a le final se passe quand même dans la prison de département de damage control. Pour le coup, au moins, on n'est pas sur un final où ça va plutôt dans le bigger and bigger avec des explosions et tout, quoi. Ça va. Ouais, ça, j'ai trouvé ça super. Et en plus, pendant 5 minutes, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, ça se passe, ils font, ça y est, il a fait le film normal et tout, puis t'as une ellipse, et puis en fait, il va voir un mec, il dit, ouais, j'ai envie de suivre votre vie. Pourquoi il fait ça? Et pendant 5 minutes, et après, tu vois qu'il va à la prison, et il fait, ah, ok, d'accord. Mais ouais, j'ai bien aimé la fin, voilà. Bon, il envoie un gars en prison, Wonder Man, mais bon, c'est l'intention qui compte d'aller sauver son pote. Parce que là, le mec qui l'a aidé, là, je pense qu'il va mal finir, le pauvre. Ah oui, il y a moyen, ouais. Oh bah écoute, tant pis. Non, mais je pense que voilà, ils ont pas réfléchi à ça, on s'en fout, ouais, mais voilà, ça m'a fait rire parce qu'il fait, ah, vas-y, je t'ai laissé de l'argent sur ton compte et tout.
Ouais, mais mec, t'as quand même à cause de toi que le mec est rentré. Ils vont savoir qu'il est dans la merde, mais bon, enfin bref. Mais ouais, pour le coup, ça finit pas sur un truc de super explosion, je sais pas quoi. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté où parce que tu regardes, enfin j'avais regardé, je dis mais il reste 10 minutes là. Je dis où est-ce qu'on va quoi pour le coup. Mais après la série, il y a beaucoup de gens qui disent que ça parlait de super-héros fatigue. Et je suis pas l'impression. je suis pas trop d'accord. Au début, j'ai cru. Vraiment au début, quand ils disent il y a des super-héros de partout et ils parlent de fait de faire un remake de Wonder Man qui est un super-héros et de dire au début il y a quelques phrases qui disent en mode mais on va dans un monde de super-héros un peu comme ça. Enfin, tu vois, et en fait ça disparaît très vite en fait du coup de la série ce côté super-héros fatigue, mais je pense aussi parce que Marvel est empêtré dedans aussi dans des trucs de production super-héroïque et je trouve qu'il y a un côté un peu bizarre, je trouve, à la série où on est quand même dans une série Marvel où il y a un réalisateur étranger, qui est un réalisateur européen, genre oscarisé, qui veut faire, soi-disant, un remake d'un film de super-héros d'action avec sa propre patte et sa propre vision dans une industrie hollywoodienne, justement, qui broie les réalisateurs et surtout chez Marvel, quoi. Et je vois le truc et je me dis, mais là quand même c'est un peu bizarre ce que vous êtes en train de me faire quoi. Le réalisateur qui a une vision qui est tu sais en plus européen et tout là, qui a ce truc là qui va faire ce remake de Wonder Man, j'ai fait j'y crois pas trop à ton histoire. Comme là. si Wes Anderson il venait, il disait mais même pas Wes Anderson parce que là le mec c'est un européen quoi. Enfin genre c'est un mec un étranger d'ailleurs et tout qui est tu vois un genre de Werner Herzog, tu vois, qui est venu et soi-disant là on le laisse faire sa vision de film super-héroïque. Ouais, je suis pas sûr du truc hein. Je suis pas du tout sûr quoi. Et parce qu'on sait très bien ce qu'il vient des réalisateurs qui vont dans l'industrie hollywoodienne et surtout chez Marvel quoi, pour faire des films et tout, ils font pas leur petite vision quoi. Donc là je trouve qu'il y a un petit côté il y a un petit côté foutage de gueule là, je trouve sur la vision du truc un peu idéalisé qui n'est pas la réalité quoi, surtout chez Marvel quoi. Ouais, non, c'est vrai, en fait, j'y ai même pas pensé, moi. Je t'avoue, quand j'ai regardé le truc, j'étais dans l'histoire et j'ai même pas pensé à ce truc super-héros fatigue. Mais c'est possible qu'ils ont aussi, ils voulaient peut-être aller plus loin à la base et que, comme t'as dit, avec ce qui s'est passé ces dernières années, ils ont peut-être, quand ils ont fait la refonte. Oui, parce qu'il y a une grosse ellipse à la fin. Ils ont peut-être changé un peu le truc. Ouais, ils ont peut-être un peu changé le truc parce que dans She-Hulk, il y avait un peu ce problème. She-Hulk, le final, elle va avoir une intelligence artificielle qui est Kevin Feige, et puis tu sais, ils disent toujours les daddy issues, toujours le troisième acte où c'est la baston machin, mais ouais, mais en fait quand tu fais ça veut dire que derrière faut pas refaire la même chose, enfin t'es en train de te critiquer toi-même, donc derrière mais She-Hulk, il y avait un côté peut-être un peu plus gênant qui était en mode on est au courant que ce qu'on fait c'est des poncifs et que voilà on se fout de votre gueule mais on les fait quand même, tu vois, on les répète, tu vois, c'était un peu ça. Ouais. Mais là c'est un truc, c'est une réalité qui n'est pas vraie. En fait, là, ce qu'ils sont en train de montrer, ce n'est pas vrai. Là, ce que vous êtes en train de nous montrer, là, soi-disant, vous nous montrez les coulisses d'Hollywood. Bah non, les films de super-héros, le réalisateur oscarisé européen, là, allemand, là, il va pas te faire un film de chez Marvel avec sa propre vision. Ça n'existe pas, ça. Donc, non, mais en fait, moi, je me dis, parce qu'à la base, c'est censé être un piège de Dommage Control pour piéger Simon Williams. Mais en fait, je trouve que le plan, il tient pas la route parce que, enfin, le projet, j'ai pas l'impression que eux, ils ont engagé l'espèce de Werner Herzog pour qu'il fasse un film Wonder Man, pour que l'autre, il arrive, etc. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre, en fait. Il semble qu'il dit, parce que Ben Kingsley, il lui dit qu'il faut pas faire de faux casting. Il lui dit, fais pas de faux casting, il va découvrir direct que c'est faux. Donc, je crois que c'est un vrai film qu'ils font, tu vois, juste, je crois pas il me semble pas, hein, après dans la série, que le projet de Wonder Man, c'est le DODC, là, qui le lance, hein. Je crois que c'est vraiment, Non, c'est pas eux qui le lancent, mais pour moi, c'est un peu bizarre, quoi. Ça se lance juste au moment où lui veut l'arrêter. Oui, après, il y a une coïncidence, effectivement, qui est très, qui est très prononcée, effectivement, oui. Je suis un peu d'accord. Est-ce que tu penses que, parce que là, on n'a pas les chiffres ou quoi, la série, bon, je pense pas qu'elle a fait un bon démarrage, parce que, bon, voilà, le marketing et tout, mais il y a quand même un bon bouche-à-oreille, quand même, pour le coup. Est-ce que tu penses que la série, elle va, je sais pas, dans les semaines qui vont venir, elle va quand même réussir à trouver son public et tout, et elle va plutôt marcher? Bah en fait, il y a eu des news qui sont tombées, comme quoi c'était numéro 1 sur pas mal de pays sur Disney+. D'ailleurs, j'ai regardé en France, c'est effectivement numéro 1 dans le top 10 Disney+. Donc ça a l'air de bien fonctionner, ça a l'air de prendre. Moi, je vois beaucoup de gens en parler, la conseiller et tout. Donc moi, je pense que ça peut avoir son petit succès si elle n'a pas coûté trop cher et tout. Pourrait peut-être faire une suite, je sais pas, mais ou alors on va revoir le personnage autre part. Mais ouais, moi j'ai l'impression que ça prend, hein. Alors que j'aurais pas pensé, tu vois.
Bah, en tout cas, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de bons retours, beaucoup de bons retours sur les réseaux et tout. Et même quand on a vu le Rotten Tomatoes, bon après le Rotten Tomatoes des Marvel, ça veut pas dire grand chose pour le coup, puisque il y en a beaucoup qui sont allés à 90%, on se demande un peu pourquoi. Mais c'est vrai que les gens, en tout cas, ils sont plutôt accepté la proposition, donc voilà, c'est assez surprenant. Je sais pas, après moi, si la série cartonne, parce que là, elle est numéro 1, mais bon, si sur Disney+, il y a pas grand chose en ce moment, bon, voilà, c'est la nouvelle série Marvel quand même, c'est normal qu'elle soit numéro 1. Ah, mais c'était pas le cas d'Ironheart, je crois, hein, tu vois, donc... tu vois. Ah ouais, oh putain, ouais, Ironheart, ouais, bon, voilà, c'est un peu terrible. Mais après, bon, voilà, faut voir peut-être avec le temps que la série, tu vois, comme c'est une série qui est tout est disponible, ça se trouve dans un mois, bah, elle va pas perdre de gens, tu vois, enfin, je veux dire, les gens vont continuer à regarder et tout, donc on verra bien. D'ailleurs, je pense que c'était une bonne idée de l'avoir sorti tout d'un coup. Parce que généralement, moi, je suis plutôt adepte, plutôt partisan un épisode par semaine. Mais là, vu la durée des épisodes et tout... Ah ouais, non mais là, 30 minutes par épisode, ça aurait été compliqué. Là, surtout les épisodes là, de milieu, là, je peux te dire que je pense que ça aurait été compliqué. Je pense que ça aurait été compliqué de garder un engagement sur 2 mois sur cette série. Donc je trouve que ça a été bien qu'ils ont tout sorti d'un coup. Surtout que la concurrence, voilà... Ouais, voilà, en plus. Donc non, il y a des séries qui s'y prêtent et voilà, je trouve que c'était très bien d'être en mode binge watching, mais par contre, tu vois, pour un Daredevil, je serais pas content. Daredevil, il faut que ce soit par semaine, quoi, tu vois. Ouais, parce que bon, les 13 épisodes sur Netflix, c'était un peu beaucoup à se manger à l'époque. C'était un petit peu hardcore. Borista, t'as quelque chose à rajouter peut-être sur la série ? Non, écoute, pas spécialement. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ok, bah écoute, je te propose d'arrêter là. Voilà, on a fait un petit épisode voilà, sur Wonder Man. J'espère que voilà, ma fatigue s'est pas trop fait ressentir pour le coup. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous fait plaisir et c'est hyper important pour le référencement. N'hésitez pas voilà, à nous suivre. On est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc. Vous connaissez. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et Ista, on se retrouve très bientôt pour parler des news de la semaine, de Return à Silent Hill, là, voilà, qui a des reviews qui sont pas terribles, et aussi pour parler de Fallout, puisque là, c'est bientôt la fin de la saison 2. Effectivement. À bientôt. Ciao. Ciao.